Mesdames et messieurs de la presse, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler à l'opinion nationale que par idéal politique, j'avais choisi de démissionner du PPRD et par conséquent de mon mandat de député national en 2006. J'avais pris cette grave décision d'abandonner les immunités et autres avantages pour soutenir un combat que j'avais jugé juste et salutaire pour notre peuple et pour la République, gravement menacée par l'incursion intercongolaise des troupes rwandaises, en complicité avec les pouvoirs en place qui n'avaient pas respecté les procédures en la matière. Depuis lors, j'ai, à ma qualité de cofondateur de l'INC, mené mon combat politique pour l'appartenance en RDC, pour le respect de la Constitution, pour la paix, la sécurité et le bien-être de notre peuple, lequel combat m'a injustement conduit en prison. Je voudrais ici, tout en remerciant tous ceux qui m'avaient soutenu dans cette épreuve, affirmer haut et fort que ceux qui m'y avaient envoyé ont échoué dans leur projet de me décourager et d'altérer mon engagement pour la démocratie. Bien au contraire, je suis sorti bien déterminé à continuer la lutte en faveur du peuple congolais. Depuis ma libération jusqu'à ce jour, je n'ai cessé de me battre au niveau de mon parti, l'INC, et de la dynamique de l'opposition pour le respect de la Constitution et pour l'alternance que le peuple congolais appelle de tous ses voeux. C'est justement pour empêcher la prolongation indéfinie du mandat du président de la République en exercice que j'avais levé l'option de participer aux travaux de Genval, qui ont engendré le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. En y allant, j'avais et je continue à avoir la ferme conviction que face aux nombreux pièges de la majorité au pouvoir, seule l'unité de l'opposition pourrait sauver la République du danger de la monarchisation du pouvoir dans notre pays. En effet, nul n'ignore que dans sa stratégie de se pérenniser au pouvoir, la majorité kabiliste a refusé d'organiser les élections et préféré imposer un dialogue qui conduirait à la modification de la Constitution. Déterminée dans son projet, la majorité au pouvoir s'est procuré l'arrêt de la Cour constitutionnelle destiné à maintenir le président Kabila au-delà de son mandat, de son second et dernier mandat, en vue d'une transition et partant le changement de la Constitution. Pour rien au monde, engagé en politique par idéal, je ne saurais cautionner pareille démarche et je considère comme une trahison. Mesdames et messieurs de la presse, secrétaire général de l'INC et coordonnateur de la CVD, j'ai été désigné pour représenter les partis aux travaux du comité préparatoire au dialogue. Et c'est en contradiction avec les options levées par la dynamique et le rassemblement dont, jusqu'à preuve du contraire, l'INC fait partie. C'est ici que vous comprendrez le motif de mon boycott de la première journée de ces travaux. En effet, en ma qualité de membre de la dynamique et du rassemblement, je me devais d'en observer les mots d'ordre de la journée ville morte. C'est pourquoi, en ma qualité de participant aux 10 travaux, tenus la semaine dernière à Kinshasa, travaux dont beaucoup d'entre vous ont eu à couvrir le déroulement, j'ai tenu par devoir patriotique, par respect pour la Constitution et la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, j'ai tenu, disais-je, à vous inviter pour faire à l'opinion tant nationale qu'internationale ma restitution de ce qu'ont été ces pourparlers. Ma démarche ce jour consiste à porter à la connaissance du public ce qui a été dénoncé dès le premier jour et qui s'apparente en rien d'autre qu'un complot contre la République. Une machination montée de toutes pièces pour anéantir les acquis de notre lutte et jeter dans les oubliettes l'histoire, la Constitution de la RDC. Sans aller trop dans les détails, je m'en vais vous décrire ce qui s'est passé à l'hôtel Béatrice avant de vous donner ma conclusion. J'ai pris part aux travaux préparatoires du début à la fin et j'ai pu noter que nous étions en face de plusieurs pièges
tendue par la majorité dans le but d'arracher désespérément une caution pour légitimer son coup d'État visant à égorger définitivement le pacte républicain laborieusement arraché à Sun City. J'ai noté du début à la fin la persistance des questions taboues que personne n'a voulu soulever et pour lesquelles le négociateur de la majorité, les négociateurs de la majorité exerçaient une pression. Non, les délégués de la majorité exerçaient une pression sur le facilitateur et certains délégués de l'opposition, comme de la société civile, du reste recrutés par le facilitateur lui-même et sélectionnés à dessein. C'est le cas du principe d'alternance, clairement souligné dans le préambule de la Constitution, du sort de l'actuel président de la République dont le second et le dernier mandat échoua le 19 décembre 2016, de la question de préalable posée par le Rassemblement et qui ne semblait pas préoccuper personne. Ma présence au comité préparatoire m'a permis de conclure que l'opposition présente à ces travaux est prise au piège de la majorité, au point qu'elle n'a aucune autre issue, sinon que de servir de caution au coup d'État constitutionnel en gestation à travers soit la révision constitutionnelle en gestation, soit le changement de la Constitution ou encore le référendum inopportun, mais évoqué par certains caciques du pouvoir et dont le projet semble à portée de la main. Choqué par cette ambiance de complicité et apparemment de félonie qui menace l'avenir de la nation, j'ai observé les mêmes appréhensions dans les chefs de certains des participants avec lesquels j'ai eu à échanger quant à ceux. Je suis convaincu que chacun, dans sa conscience, en tirera les conséquences qui s'imposent. Du facilitateur et du groupe de soutien. Il vous souviendra que le facilitateur a été réquisé par le Rassemblement à cause de ses apparentes accointances avec le pouvoir en place. Au cours des travaux, je puis établir la véracité de ces allégations, notamment à travers la police complaisante de débat devant un panel passif et vraisemblablement inexistant. En un mot, comme en mille plutôt que d'être neutre, les facilitateurs s'en trouvent neutralisés par la majorité qui a placé autour de lui son artillerie lourde qui oriente et téléguide et dirige toute son action. De préalable, cette question constitue, à mon humble avis, la pierre d'angle pour la décrispation du climat politique en vue du dialogue. À ce sujet, je n'ai pas noté dans le chef du gouvernement, c'est-à-dire de la majorité, comme du facilitateur, une réelle volonté d'y accéder pour créer les conditions favorables à la tenue d'un dialogue véritablement inclusif et crédible. Ici, il y a lieu de souligner qu'en dehors d'une mesure de grâce présidentielle ou d'adoption d'une loi d'amnistie, on ne peut se convaincre de l'effectivité des mesures annoncées par le ministre de la Justice comme réponse à cette exigence. Ces mesures ont ceci de particulier qu'elles pourraient impacter négativement les affaires politico-judiciaires à charge de certains politiques à toutes les instances de procédure, qu'il s'agisse des poursuites judiciaires comme c'est le cas de Vital Kamerhe, dans l'affaire contre l'honorable Wivine Moleka, du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, de M. Moïse Katumbi, etc., et des condamnations notamment pour l'honorable Diomi Dongala et bien d'autres victimes de l'arbitraire comme les anciens soldats du MRC, Firme Yangambi, Eric Kikunda, et bien que des gens amnistiés continuent à croupir dans les geôles comme des otages du pouvoir. De l'inclusivité. La résolution 2277 a établi l'inclusivité comme un principe sacro-saint de la tenue du dialogue en RDC. À mon humble avis, on ne peut pas parler de l'inclusivité dans la présence de... on ne peut pas parler d'inclusivité sans la présence de Tian Tshisekedi, de Vital Kamerhe, de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila lui-même. À ce stade, la présence de certains opposants obtenus par débauchage
ne peut nullement être confondu à l'inclusivité. Des participants de l'IDPS ou du MLC qui n'ont pas reçu mandat de leur parti politique en est la preuve. Elle trahit la mauvaise foi de la majorité, la partialité manifeste du facilitateur, de même qu'elle fonde la crainte que ces travaux se tiennent à l'absence des poids lourds de la politique congolaise. Ces travaux qui se tiennent à l'absence des poids lourds de la politique congolaise ressemblent bien à une machine qui finira par cracher. Dans ce contexte, la majorité aborde le dialogue avec une représentativité écrasante en termes du nombre de participants. On sait pourquoi. Comment expliquer qu'en dehors de ses propres délégués, elle bénéficie en plus du quota prétendument réservé aux facilitateurs, notez 25 délégués, on essaie en quelle qualité? Il en est de même du bénéfice que la majorité tire des participants débauchés au niveau de l'opposition et de la société civile. C'est clair, le quota de la majorité est encore gonflé par les délégués de sa propre opposition qui siègent au gouvernement en violation de la loi portant statut de l'opposition. Dans ces conditions, il va sans dire que le rapport de force est décidément en faveur du pouvoir en place. Le fait que le facilitateur, obéissant à une injonction de la majorité, ait opté pour la cité de l'OIA, en réalité, un camp militaire comme site de ces travaux du dialogue est significatif de tout ce qui précède. Je crois qu'il y a, excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de texte. Excusez-moi. Hein? Ainsi, placés sous la surveillance de la garde républicaine, les délégués au dialogue seront obligés de travailler sans indépendance ni liberté. Mesdames et messieurs, j'ai voulu, par ma démarche, alerter notre peuple sur le danger qui guette la nation. J'ai tenu à interpeller le président de la République, garant de la Constitution, pour qu'il en garantisse le strict respect en aidant le pays à vivre sa première passation civilisée du pouvoir. Il aura prêché par l'exemple. J'ai tenu également à sensibiliser le leadership de l'INC, mon parti, sur la dérive que constitue son orientation actuelle et qui semble être contraire aux attentes de notre peuple. J'en appelle au sursaut patriotique de la classe politique et de tous les hommes de bonne volonté pour épargner notre peuple des affres, de l'incertitude vers laquelle nous conduit le pouvoir en place. Enfin, je demande à la communauté internationale d'être attentive à la question de préalable et de la neutralité de la facilitation, sans quoi son œuvre actuelle risque d'être vaine. Je souhaite vivement que la communauté internationale ne soit pas ces médecins qui courent au chevet d'un malade déjà mort alors qu'il pouvait le sauver s'il était intervenu à temps. En considération de ce qui précède, j'ai décidé ce jour de renoncer à ma participation aux travaux du dialogue, annoncé le 1er septembre prochain. Et pour en tirer toutes les conséquences, je démissionne de mes fonctions de secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Ceci pour ne pas gêner le président national de l'INC, honorable Vital Kamerhe, dans cette démarche politique périlleuse pour la nation et que je désapprouve totalement. Voilà, mesdames et messieurs, l'essence de mon communiqué. Je voudrais vous présenter ma note de démission déjà déposée et réceptionnée qui est ici. Voilà. J'ai déjà démissionné, donc je ne fais plus partie de la direction politique de l'INC comme secrétaire général. Merci beaucoup. Mais je crois qu'il y a une page... Des questions, Yann. Nous allons poser la question et puis...